Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc ne manque pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez des commentaires. Donc, on va passer à la première histoire. Donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Bonsoir, DMG. Comment allez-vous? Moi, ça va par la grâce de Dieu. C'est toujours une fan depuis Libreville au Gabon. Alors, tu vas d'abord remarquer que mes audios, je te les envoie la nuit parce que la nuit, j'ai un peu plus de temps et plus de calme. Et les enfants sont déjà couchés, donc je suis plus ou moins libre. Ça me laisse le temps d'être libre. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, moi particulièrement. On va intituler l'histoire La robe. Alors, c'était dans les années 2012-2013. Je vivais avec ma grand-mère. J'étais déjà avec mon époux, mais lui, il était chez ses parents. Moi, j'étais chez mes parents, mais on se fréquentait. Alors, comme ça, j'avais mon amie, ma meilleure amie, vraiment, mon amie. On s'entend depuis la classe de primaire, depuis la classe de primaire en C1. Le C1 jusqu'à maintenant, on est restés des grandes amies. Alors, c'est comme ça que, étant à la maison, j'avais quand même des petites entrées. J'allais souvent aider ma grand-mère au marché, plus qu'elle vendait au marché. À l'époque, il y avait un marché à droite. À droite. Donc, elle vendait là et moi, j'allais souvent là-bas. Donc, j'avais souvent une petite place quand c'était les vacances. Bon, c'est comme ça que la rentrée scolaire commençant, parce que les vacances, là, on n'avait même pas bien vendu, hein, parce que la mairie nous embêtait et tout ça. C'est comme ça que avant la rentrée scolaire, j'ai une amie, ma meilleure amie dont je vous parle, elle et moi, elle a prévu une soirée. C'est comme ça qu'elle m'appelle, elle me dit, bon, la petite, comment elle m'appelle la petite, on s'appelle la petite. Elle me dit, bon, la petite, écoute, j'ai une soirée, j'ai rencontré un boss et tout ça. Il nous invite à manger et tout ça. Est-ce que tu peux venir? Je dis, oui, je peux venir. Mais là, je viendrai, mais je ferai quand même un tour au marché, je vais quand même acheter un truc bien. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci et tout ça. C'est comme ça que je quitte après la vente du soir. Après la vente du soir, je suis quittée un peu plus tôt. C'est comme ça que j'ai dit à ma grand-mère, non, je fais un tour à Petit Paris. Voilà, c'était Petit Paris. Je fais un tour à Petit Paris. Elle va rester emballée. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je peux partir, je vais rester emballée les affaires. Je prends un taxi pour Petit Paris. Je me rends à Petit Paris. Je commence à fouiller Moutouki. Moutouki ici qu'on appelle... la redoute qu'on appelle, nous tous on connaît et tout. Alors, je vais à Moutouki, je commence à fouiller Moutouki. Bon, moi, généralement, moi, j'aime bien les fins de série, en fait. Alors, je commence à fouiller Moutouki, je dis, j'ai envie de m'acheter une robe, quelle que soit la couleur, mais pourvu que ce soit une robe, j'ai pas envie d'être en pantalon ou quoi que ce soit, j'ai envie d'être en robe. Donc, je fouille, c'est comme ça que je vois, juste à côté là où j'étais assise, où je fouillais, je vois une très belle robe blanche. La robe était là, personne ne l'a remarqué. Une très belle robe blanche. Et le vendeur l'avait exposée du côté soleil en fait. Tous les rayons de soleil frappaient sur cette robe-là. Je dis, elle était blanche. C'est comme ça que je vais vers le gars. Je dis au gars, non, moi j'ai besoin, tu fais la robe là. Mais il me dit 3 000. Je dis non, 3 000, moi je sais pas 3 000 et tout. Il me dit, bon, ok, donne-moi 2 500. Je dis, oh, toi aussi, 2 500, mon frère, je vais prendre le taxi. C'est comme ça qu'il me dit, bon, je te fais la robe à 2 000. C'est comme ça que je prends 2 000, je lui remets, vu que j'avais seulement 10 000. Et après, je me suis acheté une petite babouche et un petit sac. C'est comme ça que je reviens vers la maison. Je prends mon taxi, j'arrive à la maison. Et là, je pense, en tout, j'avais dépensé, je pense, 5 000 ou 6 000 comme ça. Il me restait, oui, 6 000.
plus les pièces. Non, 5000. Oui, il me restait 4000, 4500, un truc comme ça, avec des petites pièces de son. Je prends le taxi, j'arrive à la maison et tout. J'ai juste le temps de me laver. Et j'avais pas lavé la robe, en fait. C'est comme ça que je portais la robe. J'ai mis ma nouvelle babouche. J'ai mis le petit sac que j'avais acheté. Je vais essayer de me faire un petit maquillage léger et tout. J'avais un petit... À l'époque, il y avait des petits Nokia. Les Nokia qui venaient à peine d'arriver, là. Les petits Nokia, là. J'avais ce Nokia, là. Et c'est comme ça que ma copine m'appelle, me dit, mais tu as quel niveau? Je dis, non, je suis maintenant à droite. Elle me dit, mais dépêche-toi, je suis en train de t'attendre. Je suis à Glace. Il y avait un restaurant en Glace, là. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je me dis, bon, moi, je ne vais plus prendre des clandos. Je vais prendre directement 1000 francs Glace. Sur la route, je prends 1000 francs Glace. Ça m'amène le premier taxi que j'ai demandé, 1000 francs Glace. J'ai pris le premier taxi. Dans le taxi, il y avait deux messieurs qui étaient dans le taxi et une dame plus moi. Alors, on était à trois derrière et le chauffeur et puis le monsieur. Donc, j'étais dans le taxi. Comme ça que le monsieur qui était juste à côté de moi, quand vous êtes très belle, madame. Je dis, mademoiselle, je dis oui, merci. Il me dit, vous allez vers où? Je dis, non, je vais à Glace et tout ça. Je vais trouver une amie et tout ça. Il me dit, ah, ok, d'accord. Bon, il n'y a pas de souci. Laissez, je vais payer vos taxis. J'ai dit, ok. Le monsieur qui est devant, il dit, mais comment ça, tu vas payer son taxi? Moi, je peux aussi payer le taxi. Je dis, ah, le taximan aussi se met à dire, oh, mais comment vous pouvez payer le taxi? Moi aussi, je peux lui dire que non, je peux l'amener à Glace gratuitement. J'ai commencé à rire, je disais, ah, ça doit être des comédiens ou bien ils veulent me prendre la tête et tout ça. C'est comme ça que je descends à Glace au restaurant, pas très loin du restaurant. Le monsieur paye son taxi, il me dit, bon, allez, bonne soirée, sans pourtant me demander le numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Je descends le taxi. Alors, je rentre dans au restaurant en question. Toutes les personnes qui étaient dans ce restaurant-là ont posé les yeux sur moi. Que ce soit les femmes ou les hommes ou les enfants. Quand je suis rentrée seulement dans le restaurant, j'avais l'impression qu'ils ont vu une étoile ou je ne sais pas quoi. Tellement, tout le monde me regardait. J'ai dit, ah, vous voyez, vous êtes surprise lorsqu'il y a quelque chose. Je dis, ah, c'est comment tout le monde me regarde comme ça et tout ça. Ma copine me fait signe, je vais vers elle. Je dis, hé, Aya, c'est comment tout le monde me regarde comme ça. Elle me dit, la façon que tu brilles là, tu peux pas. Je dis, ah, ma copine, toi aussi, je peux briller comme une vieille robe comme ça là que j'ai acheté peut-être, je ne sais même pas combien. Et puis elle me dit, ah, toi aussi, tu brilles trop, cette machin. Et donc, on était là, elle attendait maintenant le monsieur qui l'a invité. Quand le monsieur aussi arrive, tout le monsieur me fait des compliments. Alors là, vous êtes très belle, madame. Je dis, oh, merci. On a mangé et tout ça, on a rigolé et tout ça. Le monsieur était maintenant là, c'est comme ça qu'il appelle le servant, celui qui nous a servi en fait. Il est arrivé, le monsieur est arrivé, il a demandé la facture, il a dit, ok, je vous amène la facture. Excusez-moi. Je vous amène la facture. C'est comme ça. Et quand il amène la facture, il dit, ok, d'accord. Donc, dans ce cas, nous allons encore ajouter 2 jus. Et puis, vous m'amenez la facture finale. Quand le serveur part, il repart avec la facture pour aller ajouter les 2 jus. C'est comme ça que nous, on est là. Les 2 jus sont arrivés, on a même bu, on est là, on est en train de rigoler, raconter et tout, rigoler, raconter. On est encore resté, je pense, 30 minutes. Au moment où on voulait partir, on insistait tellement, on commençait déjà à dire c'est comme ça qu'on appelle le servant. Le gars qui faisait le service, on dit, mais papa, la facture, elle est où? Plus que mais oh, mais la facture, elle a déjà été payée. Nous 3 qui étions sur la table, comment ça a été payé? Non, il y a un monsieur qui s'est engagé à payer votre facture et tout ça, là, machin. Donc, c'était un peu embêtant pour le monsieur qui faisait la cour à ma copine et tout ça, là. Je dis, bon, c'est pas grave et tout. Il a dit, ah, peut-être un de mes frères me soulage de la douloureuse, en fait. C'est comme ça qu'on appelle la facture, de la douloureuse et tout ça. Après, on est sorti du restaurant. On sort du restaurant, ma copine devait aller faire
Elle est partie avec le monsieur. Moi, je traverse l'autre côté de la route pour prendre le taxi pour rentrer à la maison. Au moment où je vais traverser comme ça, je vois une grande voiture qui s'arrête. Bon, bonsoir, bonsoir, mademoiselle. Je dis bonsoir. Vous allez vers où? Je dis non, je vais vers à droite. Mais il dit, ah, vous allez vers à droite. Bon, moi, je vais vous monter, je vais vous déposer. Je montais. Le monsieur qui était dans la voiture me regardait. Il me dit, ah, ça, vous brillez, vous êtes très belle. Je dis merci. Il me dit, ah, ça, vraiment, votre maman. Je dis, ah, merci et tout ça. Sans pourtant vouloir me draguer, en fait. Quand je descends du taxi, bon, quand je descends de la voiture, le monsieur prend 20 000. Il me remet. Je dis, hi. Il me dit, non, tenez, pour vous faire plaisir et tout ça. Bon, bonne soirée. Le monsieur démarre et part. Je dis, hi. C'est vraiment ma soirée. Après, le lendemain, c'était toujours la même chose. Le lendemain, je reportais la même robe. C'était toujours la même chose. Les hommes qui me donnaient l'argent, les compliments. Je dis, hi. Donc, c'était devenu ma robe favorite. Donc, partout où j'allais, je portais la robe là. Au marché, quand je me mets au marché, à aller aider ma grand-mère au marché à aller vendre, quand je porte cette robe-là, tous les clients qui passent acheter que sur nos tables, aïe! À un moment donné, tout le monde me dit, c'est comment? C'est comme ça, la grand-mère me dit, c'est comme ça que elle, étant déjà une femme âgée, elle commençait à voir que les femmes du marché posaient maintenant des yeux de jalousie, les yeux de trucs sur moi. C'est comme ça que la grand-mère me dit, non, demain, ne viens plus au marché. Je dis, la grand-mère, comment ça? Elle dit, non, ne viens plus au marché. Si tu viens au marché, ne dure pas, tu fais seulement 1 heure de temps. Et quand tu viens au marché, tu viens lorsque je suis là. Quand je ne suis pas là, ne viens pas au marché. J'ai dit, ok, en sachant que la grand-mère, elle était toujours au marché. Donc, la journée, quand la grand-mère est là, elle a les clients, mais pas comme quand je suis là. Quand j'arrive seulement avec la robe au corps, maman, DMG, tous les clients de la soirée, là, c'est fini. C'est pour nous. Donc, c'était comme ça que ça se passait. Et ces vacances-là, je pense que je m'étais retrouvée avec mon... Puisqu'après, j'ai trouvé un bricole. Avec mon bricole et tout ça, à rentrée scolaire, je me suis retrouvée avec 300 000 rentrées scolaires comme ça. Et la grand-mère, elle a même voulu s'engager, elle m'a donné encore un peu les sous, vu que j'ai dit à la grand-mère, non, c'est pas la peine d'attraper cet argent-là. Donc, c'était un peu comme ça. Et bizarrement, la robe en question, je l'ai perdue. Je ne sais pas si on me l'a volée, je ne sais pas, machin, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. La robe en question, on me l'a volée. Et les années après, c'était vers 2020, 2022. J'ai accompagné une de mes sœurs qui était tombée très gravement malade chez un praticien. On est parti, on s'est rendu là-bas. Ensuite, au lieu de consulter ma sœur en question, le praticien se concentre maintenant sur moi. Il me dit non. C'est comme ça que le praticien me dit, tu as acheté une robe quelque part. Une année, tu as acheté. Je dis oui, j'ai acheté une robe. Il me dit, ah, la robe là, vraiment, ça t'a attiré la chance. C'était une robe qui avait, comment on appelle ça, beaucoup d'énergie en fait. Et cette énergie, c'était une robe qui avait une énergie positive en fait. Cette robe-là t'a apporté beaucoup de choses, ça t'a apporté beaucoup de chance. Mais malheureusement, tu as perdu la robe. Je dis oui, oui, effectivement. J'ai essayé de demander si on peut retrouver. Et c'est là où le traducteur me dit, ce genre de choses-là, on ne cherche pas ça quand ça se perd. Ce qui veut dire que c'est venu à un moment donné de ta vie où tu en avais besoin. Ça t'a aidé. Ensuite, peut-être, ne sachant pas, peut-être, ça s'est passé maintenant de main en main. Donc, ça veut dire que c'est une autre personne maintenant qui bénéficie de ça. Mais ces choses-là, quand ça tombe chez une mauvaise personne, c'est mal utilisé. Et la morale des histoires, c'est quoi? C'est que les choses que nous achetons souvent, Moutouki, là, il y a du négatif et du positif aussi. C'est comme toute chose sur cette terre, il y a du négatif et du positif. Mais prions quand même sur ces choses-là. Prions quand même sur ces choses-là. Lavons-les avec du sel. Lorsque vous achetez un nouveau truc, surtout c'est quelque chose qui a été porté. Parce que ces choses qui ont été portées avant nous, vous ne connaissez pas les personnes qui les ont portées. Peut-être ces personnes-là, ils avaient des énergies négatives. C'est comme ces personnes-là pouvaient avoir des énergies positives. Alors, faisons très attention. Soyons vigilants
vraiment vigilant et ne faites confiance en personne. Même ton propre orteil peut te trahir un jour. Donc, ne faisons confiance à personne. Donnez de l'amour, c'est important, mais ne faites confiance à personne. Sur ce, bonne soirée. Likez, partagez, laissez des commentaires et le pouce bleu. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, laissez vos impressions en commentaire. On va passer à la deuxième histoire. Rebonjour DMJ. Alors je viens raconter cette histoire par rapport à une histoire que j'ai entendue dans le forum. Donc j'ai vécu quelque chose de bizarre. C'est pas la première fois que je vis ce phénomène-là. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais derrière j'ai une explication qui m'est personnelle. Mais bon, voilà, je préfère me taire et puis de laisser à la famille de pouvoir donner des explications et de pouvoir se faire une idée de ce que j'ai vécu. Voilà. Et je voudrais déjà que vous puissiez liker et partager cet audio. Voilà, j'étais dans la forêt gabonaise. J'étais partie pour une mission en forêt, donc dans un chantier. Donc on avait le chantier et là où on s'était établi, donc c'était sur une plaine. Donc on n'avait pas beaucoup à débroussailler. Donc tout le monde, si les gens connaissent un peu les plaines des forêts gabonaises, donc il y a la forêt, il y a la plaine et puis après, bon voilà. Donc on avait trouvé vraiment un endroit magnifique, un site magnifique. On s'était installé là. Et pendant qu'on était installé là, il y avait une espèce de bosquet, donc c'était la plaine, une touffe, disons une petite forêt, et puis après de l'autre côté il y avait la plaine. Donc la forêt là, la petite forêt me gênait parce que je disais bon, pour pouvoir finir de construire toutes les maisons pour installer le chantier, il fallait avoir comment une vue d'ensemble. Donc j'ai décidé avec les ouvriers de pouvoir couper ce bosquet pour que nous puissions avoir un visuel avec les autres maisons. Donc un jour, je prends 5 ouvriers, donc avec les machettes, on commence à couper. On a coupé la forêt, donc on n'avait pas utilisé des machines, je préférais le faire avec la machette. Déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'un des ouvriers, on ne sait pas ce qu'il est, il y a une espèce de liane qui a déchiré le bras. Et peu de temps après, on est tombé sur disons une troupe, moi je peux appeler ça une troupe, de fourmis, mais ce n'était pas des fourmis maniants qui sont tombés dessus, l'ont piqué. Donc du coup, j'ai dit aux jeunes, je ne sais pas ce qui se passe, le mieux c'est que tu ne viennes plus avec nous. Donc j'ai changé parce que là, il avait carrément les fourmis, c'était des fourmis rouges qui sont tombées sur lui, l'ont quasiment bouffé tout le visage. Il a fallu enlever les fourmis avec la pince à épiler. Bref, donc je l'ai mis de côté. Mais après, j'ai commencé quand même à réfléchir en disant c'est bizarre, ça fait trop de choses en même temps. Et j'ai demandé aux gens s'ils voulaient continuer avec moi ou pas. Donc il y a des gars qui m'ont dit non, cette forêt doit être protégée, c'est pas normal parce que déjà elle est bizarre quand on rentre à l'intérieur, c'est vraiment la jungle quoi. Donc même pour pouvoir couper de l'herbe, c'était vraiment tout était serré, c'était voilà. Donc, on a continué à couper, on a coupé quelques arbres et on commençait déjà à avoir un visuel de l'autre côté de la plaine, de la savane. Et donc, et là, on avait coupé tellement d'arbres et j'arrive devant un arbre qui était en plein milieu. Et cet arbre, je veux le couper et puis je me dis non, ben, je préfère couper cet arbre-là demain. Et puis je le dis très très haut, je dis bon, toi, je crois que c'est mieux que, comme on est fatigué, tout le monde est fatigué, on va rentrer. Toi, je te couperai demain. C'est comme ça que je vais me coucher. Je me couche, dans la nuit, je fais un rêve bizarre où je vois, mais vraiment, que je me revois en train de couper les arbres, en train de débroussailler. Et puis après, en fait, c'est moi qui me fais piquer à la place du garçon, de l'ouvrier. Je me fais piquer à sa place. Et puis, il y avait des gens qui sont venus et tout mon corps avait plein de boutons et on est venu me donner une plante. Et cette plante, on l'a pris, disons, c'était une feuille qu'on a pris
à l'arbre que je voulais couper, et avec une fleur blanche. Donc on m'a donné ça pour me soigner. Donc j'ai remercié ces personnes-là, et quand je me suis réveillée le lendemain, je dis tiens, c'est bizarre quand même, je me sentais vraiment malade, fiévreuse et tout. Et vers les coups de, je me suis levée très tôt, vers les coups de 6 heures, pour partir très tôt au chantier. Puis quand j'arrive, j'avais pas vraiment fait attention. J'arrive au pied de l'arbre, je dis bon, je vais continuer. J'avais déjà fait le tour. J'ai dit bon, allez, j'ai regardé la finition du travail pour voir si c'était bon et s'il fallait que je m'arrête là. Et je m'approche de l'arbre. Qu'est-ce que je vois? Cet arbre avait complètement fleuri. Des fleurs blanches à perte de vue, mais magnifiques. Et du coup, je suis allée chercher le Saint-Aubin. Le Saint-Aubin, c'est un bouquin où tous les arbres sont répertoriés. Les arbres tropicaux sont répertoriés. Donc, je vais voir, je regarde pour essayer de trouver cette espèce d'arbre pour voir si je pouvais savoir comment s'appelait cet arbre. J'ai vu mes collègues, j'ai regardé, tout le monde a cherché, on n'a pas trouvé. Et ce arbre-là, du coup, on l'a laissé là, au beau milieu de cette place-là. On a tout nettoyé tout autour, on a laissé l'arbre, on l'a laissé tranquille. Et je me suis dit, cet arbre-là, s'il est là, il y a bien quelque chose, et donc on l'a jamais touché. Voilà. L'histoire suivante, ça se suit aussi. Donc, je me retrouve dans un coin du Gabon, et je loue une maison toujours dans le cadre de mon travail. Je loue une maison, et en face de ma maison, il y avait une autre maison. Les maisons étaient identiques. Et à côté de cette maison, il y avait c'était pas un citronnier, c'était un mandarinier. Donc il y avait un mandarinier, et mon voisin, celui qui habitait la maison, me dit ce mandarinier, je vais le couper parce qu'il il ne donne pas de fruits. Depuis, ça fait 3 ans qu'on est là, il n'a donné aucun fruit. Donc, mais c'est comme ça que je lui dis, écoute, euh, si tu veux, je vais voir. Et en rigolant, il me dit, si tu peux parler à ce mandarinier, ça se pourrait qu'il donne de fruits. Je dis, ben, comment je vais parler à un mandarinier? Il me dit, on m'a raconté un truc, donc tout le monde avait raconté cette histoire de l'arbre. Et donc, moi, je m'approche du mandarinier, je fais le tour, je regarde bien. Je dis, ben, c'est pas un mandarinier stérile, déjà, je comprends pas sa stérilité. Et donc, et le soir, je vais dormir, et je rêve qu'on avait planté, à l'époque, ces 2 maisons appartenaient à un grand, disons, de cette province. C'était un homme politique qui avait enterré des choses sous le mandarinier. Et donc, et le mandarinier me disait, je ne peux que donner que si on déterre ce qu'on a enterré à mes pieds. Et le matin, je me réveille, mais j'ai peur de raconter cette histoire-là à mon voisin. Je me dis, il va me prendre pour une folle. Donc, je dis, bon, quand même, je vais m'avancer, parce que si j'ai vu ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, j'en parle avec mon voisin. Mon voisin me dit, écoute, moi je ne sais pas, donc on a pris des pioches, on a commencé à creuser tout autour. Tout autour, on a creusé, et quand on a creusé, au fin fond, il y avait des pagnes noires, il y avait des reliques et tout. Donc moi, j'ai pris peur, j'ai dit non, on ne va pas toucher ces reliques-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau bénite, on va prendre du parfum, du bien-être et tout. On va verser, on va anéantir ce truc-là, mais parce que c'est le mandarinier qui l'a dit, donc sûrement, il y a une raison pour l'avoir dit, donc il faut faire quelque chose. Donc c'est comme ça on a plus ou moins gratté l'écorce du mandarinier, et puis après on l'a resoigné. Donc on gratte, on prend de la terre fraîche, et on met comme un cataplasme sur le tronc du mandarinier. Et croyez-moi, quelque temps après, ça commençait à fleurir. Et cette saison-là, on n'a mangé que 2 mandarines. Et la saison d'après, le mandarinier a donné de très beaux fruits. Voilà, je raconte cette histoire parce que quand on parle de mystique, tout est mystique dans ce monde. Partout, vous allez en forêt, vous allez dans les eaux, vous allez dans les... Moi qui ai beaucoup marché dans les forêts de mon pays, parce que par rapport à mon travail,
quand vous dormez même en forêt, vous sentez qu'il y a une autre vie dans la forêt. Il y a des choses qui vivent dans la forêt. Donc, vous devez respecter l'environnement. C'est pour dire à ces personnes-là qui coupent les arbres n'importe comment, pour dire à ces personnes-là que quand vous faites vos fétiches, vous qui allez enterrer au pied des arbres ou vous faites n'importe comment, faites attention parce que il y a des âmes qui vivent là-dedans. Il y a des génies qui sont depuis des siècles dans leurs habitacles et qu'on n'a pas le droit, nous, en tant qu'êtres humains, de venir troubler leur quiétude, de venir faire nos bêtises d'êtres humains au pied de ces arbres-là ou de les couper n'importe comment. Voilà, donc c'était ce que je voulais vraiment partager avec vous en disant respectez l'environnement. Si vous respectez l'environnement, la nature aussi va nous respecter. Surtout qu'on peut se soigner avec les plantes, avec les écorces, donc respectons la nature. Voilà, c'était un peu mon petit coup de gueule par rapport aux personnes qui font de n'importe quoi. Parce que quand vous prenez des médicaments, moi qui suis dans le domaine médical, donc naturopathe, je suis naturopathe, donc je vois comment ça se passe avec les gens quand ils font les médicaments. J'ai travaillé dans des labos, on prend quand même les feuilles de brousse, on prend les écorces, on fait tout, chimiquement ils le font, ils rajoutent d'autres choses, mais nous dans nos contrées, dans nos provinces, dans nos pays africains, on s'est toujours beaucoup soigné par les plantes. Donc respectons quand même cet environnement, respectons les arbres qui nous donnent leur vie et voilà. Donc plus on va les respecter et mieux ils vont nous donner de quoi nous soigner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Toc, 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 toc. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, la grande famille DMG. Si je reviens encore une fois avec une autre histoire vraiment digne d'un film d'horreur ou Hollywood ou Bollywood, ça dépend de la conception de tout un chacun. Bon, aujourd'hui, comme je l'avais dit lors de mon premier message, je ne parlerai que des vécus personnels, des choses que moi-même j'ai expérimentées. Je commencerai par où? Dans mon enfance, j'ai un peu eu des difficultés pour m'intégrer auprès des autres à cause de certaines choses que malheureusement je voyais. Donc avec le temps, j'ai peut-être développé des peurs, mais je pense pas que c'était le cas. Tellement que je ne peux pas dire que souvent je vois des personnes physiques. Ça, c'est une autre partie de l'histoire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je sais que depuis toujours, j'entends une voix. Lorsque j'entends pas la voix intérieure, mais audiblement, j'entends une voix mâle. Une voix mâle qui, de temps à autre, me parle. Avec qui je converse même. Parce que c'est lorsque j'en parle avec les autres que je me rends compte que tout le monde n'est pas comme ça. En fait, tout ce qui m'arrive souvent, à première vue, pour moi, c'est normal. Vraiment, je pense souvent que c'est normal. Étant enfant, j'ai perdu une de mes sœurs. Elle est décédée à 8 ans. Donc, je pense un ou 2 ans plus tard, j'ai fait un rêve ou une voix qui, bien évidemment, que je reconnaissais, bien que je ne voyais jamais la personne, me parlait toujours. Donc, le jour-là, la voix m'appelait, la voix appelait le prénom de ma sœur décédée. 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon,
Je dois avouer que je ne suis pas très patiente. Je dois l'avouer, je n'en suis pas fière, mais c'est le cas. Donc, une fois, deux fois, la voix appelée. La troisième fois, je me suis dit, mais attends d'abord. Tu appelles qui? Est-ce que tu n'es pas au courant qu'elle est partie? Je tairai le nom parce que c'est vraiment privé. J'aimerais pas exposer le nom de ma soeur partie. Donc, je dis à la voix, c'est quoi ton problème? Est-ce que tu te rends pas compte que la personne que tu appelles n'existe plus, elle est partie? À la voix de me répondre, ah ok. Donc, tu sais que la personne que j'appelle depuis est partie. Alors toi qui es là, pourquoi tu ne fais pas ce que je veux que tu fasses? Bon, moi, j'ai tout simplement répondu, moi je sais pas de quoi tu parles, tu m'as rien demandé. Donc, je sais pas de quoi tu veux que je sais pas ce que tu veux que je fasse. De quoi est-ce que tu me parles? De quoi est-ce que tu me parles? Je ne faisais que répéter cette phrase. Ensuite, je me suis réveillée. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? À l'époque, j'avais déjà des problèmes avec papa. Maman était décédée, donc je ne pouvais plus aller le voir. J'ai dû gérer ça moi-même seule, autant que je pouvais. Donc, j'ai essayé de prier. J'ai prié pour savoir ce que je devais faire. Jusqu'à présent, sincèrement, je n'ai jamais eu de réponse. Parce que si je dois avoir une réponse, la réponse devrait être audible telle que la voix que j'ai entendue, pas une voix qui me vient de l'intérieur. Ça commence comme ça doit également se terminer comme ça. Or, ce n'est pas arrivé. Donc, pour moi, je n'ai jamais eu de réponse. C'est passé. Une autre fois, j'étais endormie encore une fois parce que après les prières de papa et les voix et les cauchemars et tout le reste, c'est lorsque je dors que ça arrive. Une autre fois, je rêve que je suis couchée sur un lit de mort avec une dentelle noire sur moi. En tout cas, on m'avait couvert d'un tissu en dentelle noire. J'étais là couchée. Après, la voix me dit, bon, si tu peux, dis à tes parents de ne pas t'emmener dans une pompe funèbre. Il faut qu'on aille quelque part. J'ai essayé d'interpeller mes parents, mais bon, j'ai bien compris que là, sur le lit, j'étais décédée, donc personne ne pouvait m'entendre. Lorsque j'ai voulu dire à la voix, mais est-ce que tu ne vois pas que personne m'entend? J'ai seulement vu quelqu'un m'attraper là. Bon, j'ai pas vu la personne. J'ai vu une main m'attraper par la main également. Bien que mon corps, enfin, c'est mon esprit qui était sorti de mon corps parce que je voyais toujours mon corps couché. Mes parents étaient toujours là en train de pleurer. Moi, je suis partie avec la voix et la main qui me tenaient. On est parti, on est allé voir des trucs pas bien. Vraiment des trucs pas bien. C'est là où j'ai vu... on appelle ça comment? Ma fille a un nounours. Son premier nounours a 1 an. Elle avait donné le nom de mon autre petite sœur, Soso. Donc, dans le rêve, je voyais tout le Gabon vide. Il n'y avait rien. Pas de mouches, pas de chiens, pas d'humains, rien du tout. Et des prospectus tombaient du ciel. Il y a un avion qui passait, qui en jetait. Donc, on nous disait sur ces prospectus de toujours rester chez nous, de ne vraiment pas bouger, de ne pas s'éloigner, des trucs dans ce sens. Après, sans crier gare, je me suis retrouvée dans un autre pays en tant que servante. Et à la télé, il y a le son de maman qui passait. Elle était en train de chanter à la télé. Moi-même, j'étais également dans le clip en question. Donc, je ne faisais que regarder le son qui passait. Après, mon maître, mon patron, dans le rêve encore,
Mon patron me demande pourquoi est-ce que j'étais aussi crispée, pourquoi j'étais triste. Je lui ai dit ce qui se passait. Je lui ai dit en fait, là c'est maman qui chante. Il m'a demandé, ah, donc tu es gabonaise? J'ai dit oui, je suis gabonaise. Il me dit, ah, donc tu es seule? J'ai dit oui, je suis seule, je ne sais pas où sont mes parents, je ne sais pas comment, je n'ai aucune connaissance, je ne connais pas, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, comment je me suis retrouvée ici, mes parents, mes amis, mes connaissances, il n'y a personne. Il a dit, oh, c'est pas grave, si tu veux bien, je peux envoyer des gens rechercher tes parents, ou même si on peut voir un autre Gabonais, même si vous n'êtes pas de la même langue, au moins vous serez frères du même pays. J'ai accepté. Dans la soirée, le monsieur arrive avec Soso. Soso, c'est le nounours de ma fille. Il me dit, on était au Gabon, voilà ce qu'on a retrouvé. Tout le monde avait disparu, donc il ne restait que Soso et moi. Seigneur, je me suis réveillée. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je me suis réveillée dans le rêve. Je me suis réveillée dans le rêve et j'ai demandé pourquoi ça. La voix m'a répondu, ah, tu n'as pas de réponse? Cherche la réponse. J'ai vraiment pris peur. Et c'est après cherche la réponse que je me suis totalement réveillée. Une fois réveillée, là, la voix a continué à me parler, bien qu'étant éveillée. Et les paroles étaient assez dures, je dois l'avouer. Très dures même. Parce que ça remettait en cause la sexualité que nous avons aujourd'hui. Le fait qu'il soit normal qu'une femme ait des rapports sexuels avec un homme sans être mariée, le fait d'avoir des enfants, le fait que les hommes de Dieu se taisent, je ne sais pas si je le dis bien, ils se taisent face aux caprices des gens qui sont censés diriger, des gens qui sont censés enseigner. C'était un peu le tout. Donc, je pense 45 minutes plus tard, seulement j'avais eu la chance que lorsque la voix a commencé à parler, j'ai pris peur. J'ai pris un stylo et une feuille pour essayer un peu d'écrire tout ce que j'entendais. Lorsque j'écrivais, les gens me regardaient, que c'est quoi ton problème? J'ai dit non, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, mais ne me dérangez pas. C'est rien, ne me dérangez pas, c'est rien, ne me dérangez pas. J'ai terminé d'écrire et c'était long, je pouvais pas tout Désolée. C'était long, je pouvais pas tout mémoriser, raison pour laquelle j'avais pris la peine d'écrire. Et dans la même foulée, j'avais également vu on dit ça comment? J'avais vu 30 à 45 cercueils de pasteurs. Ils étaient vêtus de leur robe pastorale, enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça, avec le col blanc. J'avais reconnu plusieurs, parmi lesquels mon père. J'avais vraiment reconnu plusieurs. Parmi tous ceux que j'ai reconnus, il ne reste qu'un seul vivant, Tonton Supplice. C'est le seul vivant de tous les pasteurs que j'avais vus dans les cercueils. Tellement, là, j'étais un peu curieuse. Un jour, je suis même allée le voir enfin, regarde le boss. Tu vois, voilà ce que moi j'avais vu. Tu es le seul survivant. Il faut m'expliquer. Pourquoi tu es encore vivant? Il me dit, mais tu es folle. Pourquoi tu veux que je meure? Je dis, ah, tout le monde est décédé. Papa, c'est mon père qui avait commencé. C'est lui le premier. Plusieurs sont passés après. Mais lui, il est toujours vivant. Donc après ce rêve-là, j'ai appelé plusieurs pasteurs de l'église évangélique du Gabon pour leur en parler. On a fait un travail, on a prié. Parce que je dois avouer qu'après ce rêve, il y a eu au moins 15 pasteurs qui sont décédés. Au moins. Pas seulement dans l'église évangélique, mais dans toutes les confessions religieuses.
Ils sont décédés comme... Ils tombaient comme des mouches, c'était effrayant. C'est surtout ce qui m'avait emmené à appeler les pasteurs pour en parler. Parce que lorsque j'ai vu, lorsque mon père est décédé, j'ai dit, peut-être c'était une manière de me dire au revoir. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit non, 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 non. C'est là où j'en ai parlé avec maman pour lui dire, voilà ce que j'ai encore vu. Et d'après ce que je vois, ça ne s'arrête pas. J'ai vu au moins 45 cercueils. Si je n'arrête pas ça, il se pourrait qu'il y ait vraiment 45 cercueils de pasteurs. Et c'est pas bien. Donc c'est comme ça qu'on a appelé certains pasteurs. J'ai appelé un pasteur de l'église Béthanie, j'en ai parlé avec lui. J'ai appelé les pasteurs de l'église évangélique du Gabon. On a prié, on a travaillé. Après, ça s'est arrêté. Là maintenant, ce qui est certain, les pasteurs décèdent toujours. Mais ce n'est plus comme à l'époque où il pleuvait comme des mouches. Oui, malheureusement, c'est mon quotidien. J'ai des trucs bizarres. Mais encore une fois, je veux savoir si quelqu'un d'autre vit des choses comme ça ou il n'y a que moi qui suis dans cette situation. Est-ce que je peux arrêter ça? Est-ce que je peux développer ça? Comment savoir? Comment comprendre? Je suis un peu déphasée tellement que je ne termine jamais rien. Jusqu'à présent, j'ai peur de tout. De tout. Je n'arrive même pas à me mettre en couple avec quelqu'un. J'ai refusé plusieurs demandes en mariage. Tout simplement parce que une fois, dès que je m'engage à faire quelque chose, et je me souviens qu'en fait, il se pourrait que de part et d'autre, je recommence à voir certaines choses ou que je tombe malade, bien que personne ne m'ait dit quoi que ce soit. Moi-même, je me retracte seule et je reste dans mon coin. Je peux être avec les autres, on peut être à 15, 20, 30, 50. Je suis toujours seule dans mon coin. Et sincèrement, ça commence à me peser. Raison pour laquelle j'en parle, pour que si quelqu'un... Vraiment, c'est vrai que c'est pas le meilleur endroit pour demander de l'aide, mais sincèrement, je vais m'en sortir. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la quatrième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Commentez, likez, partagez afin que la communauté puisse s'agrandir. Merci encore DMG pour cette belle initiative. Je ne cesserai jamais de vous dire merci parce qu'au fil des jours, les histoires que j'écoute m'édifient moi-même. Et voilà quoi, ça me permet d'être plus vigilante et je les partage avec ceux qui sont autour de moi afin que eux aussi en retour ils soient édifiés. Bon, aujourd'hui, je viens vous raconter une petite histoire qui est l'histoire de ma famille. C'est une histoire dans laquelle je suis directement concernée parce que les acteurs principaux sont ma mère, son petit frère et un de leurs grands-pères éloignés. Bon, voilà. Si je vais intituler cette histoire en toutes circonstances, apprenez à garder le silence. C'est le titre que je donne à cette histoire. Donc voilà, l'histoire se déroule, on est quoi? Je veux dire, on va faire un bond en arrière de 16 ans. Voilà, je suis en classe de première et un jour on m'appelle pour me dire que ma maman elle est très malade. Comme ça part de comme ça, ta mère est très malade. 2 semaines plus tard, ça ne va pas. Et pourtant, elle était suivie médicalement. Et après, ça va pas 2 semaines plus tard. Un après-midi, on m'appelle, non, ta maman est partie. Genre, pour dire qu'elle est décédée. J'étais tout effondrée parce que d'abord, l'origine de sa maladie, nous, on n'y comprenait rien. J'étais tout effondrée, tout abattue. J'ai pris mes dispositions vu que j'étais en capitale, elle est décédée en province, pour me rendre en province, afin de pouvoir, assister aux funérailles. Et lorsque je suis arrivée, son enterrement s'était fait parce qu'elle n'avait pas été conduite dans une morgue. Donc, quand je suis arrivée, on l'avait enterrée la veille
Et c'est le conseil de famille que j'ai trouvé au moment où j'arrivais. Il s'apprêtait à faire le conseil de famille. Et durant le conseil de famille, le petit frère de ma maman, qui lui était médecin, a pris la parole en public. En fait, il était tellement triste et énervé et révoltant en même temps. Déjà que nous étions orphelins de père, voilà qu'on nous prenait notre maman comme ça et c'était sa grande sœur à lui, n'était pas nombreux déjà. Donc, c'est un choc pour lui en fait. C'est cette grande sœur qui l'a élevé. Donc, lorsque mon oncle, il prend la parole, il sort comme ça en public que s'il arrive quoi que ce soit aux enfants de ma grande sœur qui sont dorénavant sous ma responsabilité, même si c'est une simple fièvre, quand je prends mon fusil, je sais sur qui je vais aller tirer. Il a parlé comme ça. Bon, déjà on revient en arrière. Quelques années, 7 ans auparavant, avant le décès de ma mère, lorsque mon papa est décédé, son grand-père, un de ses grands-pères éloignés, est venu voir ma maman pour dire, vu que tu es veuve, je vais te prendre en mariage, comme ça je vais te garder avec les enfants. Ma mère lui a répondu que t'es fou ou quoi? Moi, je ne vais pas devenir ta femme. Mon mari n'est pas décédé pour que moi je devienne ton épouse. C'est toi qui as tué mon mari ou quoi? En fait, ma mère, c'était quelqu'un action-réaction. Fallait pas la titiller, hein. C'était une femme qui avait du caractère. Elle avait vraiment du caractère, mais derrière ça, une grande générosité. Et ce même grand-père, je me rappelle, il venait souvent chez nous. Mon papa prenait soin de lui, maman prenait soin de lui. En fait, quand il retournait, il manquait de rien quand il repartait au village. Donc, après que ma mère ait rejeté sa proposition, il a laissé le temps passer. Il revenait à la charge. Ma mère rejetait toujours sa proposition. Viens rester au village. Je vais te garder. Et ma mère disait, mais tu es malade, il faut te faire soigner. Et donc, n'ayant pas supporté le refus de ma mère, il a mystiquement envoyé à ma mère le VIH. Donc ma mère se retrouve un bon matin, se sent pas bien, se sent pas bien. Quand son petit frère qui est médecin l'apprend, l'amène à l'hôpital, on a fait des examens, on découvre qu'elle a le VIH. Elle tombe de nu, tout le monde tombe de nu. En fait, c'est comme un coup de massue sur nos têtes. Mais comme c'était une femme forte, elle s'est mise à prendre son traitement. Elle a accepté en fait que j'accepte, je prends le traitement. Mais malgré le traitement, sa situation ne s'arrangeait pas. Donc, ce qui prouvait déjà à suffisance que ce n'était pas naturellement qu'elle avait contracté ce VIH, c'est mystiquement qu'on le lui avait donné. Donc, 1 an après l'annonce de sa maladie, malgré son traitement, quelqu'un qui paraissait bien en forme, bien portante, 1 semaine même avant son décès, elle est allée au culte, elle a dansé, en tout cas, elle a fait le show 1 semaine avant sa mort au culte. Donc, c'est le souvenir que les gens qui priaient avec elle avaient gardé d'elle. Donc, ça ne s'expliquait pas que subitement elle chute et elle meurt. D'où mon oncle, il porte la menace à notre grand-père en question en public. Les gens qui étaient là, qui étaient même de nos familles DMG, ils se sont levés. Comme le grand-père n'avait pas assisté aux obsèques de ma mère, ils sont allés dire à ce dernier que là où tu es là assis, voilà, on va donner mon oncle, mon défunt oncle personnel, le nom d'Yvon. Là où tu es là assis, Yvon a déjà proféré des menaces sur toi. Que si c'est l'un des enfants que sa sœur a laissé, ferme les yeux. C'est toi qui viens fusiller. Celui-là répond, ah bon? C'est ce qu'Yvon a dit de moi, oui. Et tu sais qu'Yvon, lui, c'est un homme qui est très impulsif, hein? Donc, il faut vraiment te méfier. Le grand-père répond, ok, il n'y a pas de souci. DMG. 1 an jour pour jour passe. On découvre que mon oncle est atteint du VIH. Et même là, les résultats n'étaient pas sûrs. Parce que sur le papier de ces résultats, après son décès, quand on fouille dans ces documents, eux-mêmes, ils mettent encore à vérifier. Malgré le résultat qu'ils ont mis VIH positif, ils mettent encore à vérifier. Résultat pas, voilà, leur terme médical là, mais ce qui signifiait que les résultats n'étaient pas fiables. Et quand mon oncle découvre qu'il est malade, c'est déjà quelqu'un qui est dans le corps médical, il sait comment une maladie se contracte. Il fait le film dans sa tête, il tourne sa tête. Et c'est un homme déjà très orgueilleux de par sa nature. Il n'accepte pas la chose. Lui, il refuse de se laisser faire. Il refuse de prendre les médicaments et autres. Et c'est comme ça que lui aussi, voilà, il perd la vie. Et nous nous retrouvons parce que ma mère, elle n'a pas eu beaucoup de frères et sœurs, hein, il n'était que 4. Et on se retrouve seulement avec un oncle et une tante qui nous restent. C'est le médecin qui nous soutenait.
C'est lui qui prenait soin de nous, même du vivant de nos papas. Il venait en aide à nos pères. Voilà quoi, chaque vacances, il prenait des enfants en charge en rentrée scolaire. Donc on se retrouve dans une situation où on est démoralisé, dépaysé. Tout en même temps, on ne sait plus à quel saint se vouer, si c'est né à Dieu. Et donc mon histoire ici vient interpeller les gens sur le fait qu'il faut savoir garder le silence. C'est ça la moralité de mon histoire. Peu importe la douleur qui t'anime, mon frère, ma soeur, abstiens-toi de sortir des paroles en public. Même en privé, hein, quand tu es accablé par la douleur, ne parle pas, garde le silence. Parce que même la Bible nous dit de garder le silence devant Dieu. Dieu lui-même, il connaît parfois ce qui nous anime. Parfois, le gros de paroles que nous sortons, même là, n'est pas nécessaire. Surtout quand la douleur nous accable devant Dieu, garde le silence. Devant les hommes aussi, garde le silence. Parce que tu ne sais pas qui est qui autour de toi. Mon oncle a été vendu par des gens de notre famille qui sont allés au village dire, parce que le conseil des familles, il n'y a que la famille, qui sont allés dire à nos grands-pères éloignés, là, sachant que c'est un sorcier, c'est un homme mystiquement, qui est dans le mysticisme à un haut niveau, ils sont allés lui dire, voilà, ce que ton petit-fils a déjà proféré comme menace à ton endroit, et il va l'exécuter si tu ne fais pas attention à toi. Donc, il faut savoir garder le silence dans la vie. Peu importe ce que tu traverses, ta douleur qui t'anime, apprenons à être silencieux. Toi-même, ce que tu as résolu de faire là, garde ça dans ton cœur. Les gens verront seulement la suite avec leurs yeux. Merci. Bonne continuité à vous et j'espère que mon histoire va édifier certaines personnes. Ciao. Merci pour l'histoire. Donc, laissez vos impressions en commentaire, s'il vous plaît. Laissez les commentaires, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 5e histoire. DMG, bonjour. Bonjour la communauté. Bonjour à tous. Merci de liker et de partager cet audio. Voilà, je vais vous raconter l'histoire de ma collègue de travail. Donc, ma collègue de travail m'avait raconté que quand sa mère s'est mariée, donc elle était la première fille de sa mère. Donc, ma collègue de travail, je vais la surnommer Nadia. Donc, sa mère s'est mariée avec un Européen. Donc, elle a quitté le Gabon pour la France et a confié sa fille à sa grande sœur, qui n'avait pas fait d'enfant. Donc, pendant tout le temps, elle a grandi avec sa tante. Donc, ça se passait bien. Bon, il y avait des choses que... plus tard, elle s'est rendue compte qu'il y avait des pratiques que sa tante faisait qui n'étaient pas normales. Et un jour, elle est venue travailler avec moi. Donc, moi, je l'ai formée et donc, elle avait son bureau à côté du mien. Et donc, on a sympathisé comme ça. Et moi, je devais me rendre à la ville de Port-Gentil parce que je devais aller voir de la famille. Et elle m'avait dit qu'elle voulait m'accompagner. Donc, elle m'accompagne. Et c'est là qu'elle m'a dit que sa tante vivait à Port-Gentil et qu'elle voulait aussi aller lui rendre visite. Donc, moi, je ne l'ai pas accompagnée, donc elle est partie seule. Moi, je suis partie de mon côté. Et on avait voyagé ensemble. Et là, quand elle revient le soir, on se retrouve comme on avait loué une chambre à l'hôtel, une chambre commune. On avait décidé de partager les frais. Et le soir, elle me dit, voilà, j'ai vu ma tante, tout s'est bien passé. Et j'ai dit à ma tante qu'enfin, je travaille. Et sa tante lui a dit, ah, mais c'est bien, t'as quand même réussi à trouver du travail. Donc, elle a trouvé ça quand même un peu, son commentaire un peu bizarre. Mais bon, elle ne s'est pas arrêtée là-dessus. Ensuite, on est revenu à la capitale, à Libreville. On a repris le travail tranquille. Et à la fin du mois, on nous payait en espèces. Donc, elle reçoit son salaire, moi le mien. Elle prend son salaire, elle le met dans le sac. Et puis, donc, ce jour-là, on avait décidé de se faire un restaurant. Donc, on arrive au restaurant, elle avait bien pris. Moi-même, je l'ai vu comment elle avait pris son salaire, elle l'a mis dans le sac. Arrivée au resto, elle fouille, elle dit, ah. Elle me dit, mais
est-ce que j'ai pas oublié l'enveloppe au bureau? Je dis, j'en sais rien, je sais que tu as pris l'argent, tu as mis dans ton sac. Elle me dit, c'est bizarre, je ne retrouve plus l'enveloppe. Puis je lui dis, bon, c'est pas grave, je vais payer pour toi. Puis demain, quand on reviendra au boulot, sûrement, tu as mis ça dans des tiroirs de ton bureau. Tu me rembourseras, il n'y a pas de souci. Elle me dit, ok, d'accord. Donc le lendemain matin, elle se met à fouiller, à fouiller, à fouiller. Rien, elle ne trouve pas l'argent. Elle panique pas, elle se dit, il y a un truc, voilà, donc... ça passe comme ça, là, mais bon, ça reste quand même, parce qu'on se disait, mais c'est bizarre quand même, comment l'argent peut disparaître comme ça. Bon. Et elle avait un copain qui l'avait quand même aidé, lui a donné des sous. Et donc elle me dit, écoute, voilà, bon, cet argent qui a disparu, je ne comprends pas. Peut-être que ça ressortira, je ne sais pas, peut-être que c'est tombé ou voilà. Mais bon, mon copain m'a quand même aidé, m'a donné de l'argent, donc je vais quand même voir la fin du mois, il n'y a pas de souci. Donc son copain lui donne les sous, ça se passe bien, mais l'argent dans le sac, pas de problème et tout. Le mois d'après, fin du mois arrive, on nous repaye. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, tiens, on ne sait jamais, garde-moi l'argent. Je dis, ok. Elle me dit, par contre, donne-moi juste de quoi faire mes courses. Donc, je prends bien 30 000 francs, je lui donne. Et le reste d'argent, je garde avec moi. Et donc, les 30 000, elle prend. Et puis le lendemain, quand elle revient, elle a presque les larmes aux yeux. Elle me dit, écoute, je me suis tapé la honte dans le magasin. J'arrive dans le magasin, j'ai pas les 30 000 francs dans mon sac. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, écoute, il y a quand même un problème, il faut faire quelque chose. Elle me dit, écoute, il faut que j'aille consulter quelqu'un. Je dis, bon, écoute, je vais t'accompagner si tu veux. Donc, les sous que je gardais avec moi, elle me dit, écoute, je vais reprendre, si tu peux me redonner, mais je préfère vraiment que tu gardes cet argent. Ou c'est même mieux que tu viennes avec moi, je vais refaire les courses et c'est toi qui payes. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis, on part voir donc la personne qu'on lui avait conseillée. La personne lui dit, mais ne cherche pas, c'est ta tante, ta mère qui te fait ça. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais comment elle peut faire ça, je ne comprends pas. Donc, elle, cartésienne, elle n'a pas beaucoup cru à ça. Elle dit, mais moi, elle ne vit pas avec moi, elle est loin, comment elle peut venir elle peut me faire disparaître l'argent dans mon sac? Donc, on en est resté là. Et en fait, le truc, c'était, toutes les fins du mois, elle avait son argent qui disparaissait. Et comme l'argent disparaissait, c'est comme ça qu'elle a commencé à perdre du poids. Elle perdait du poids. Elle avait du mal à manger. Et puis après, comme elle est tombée enceinte, elle a perdu aussi son bébé. Donc c'était devenu vraiment... La situation a commencé à s'aggraver. C'est comme ça que elle a dit non, il faut quand même que je change, j'aille voir quelqu'un d'autre. Donc elle est partie. Moi, je n'étais pas avec elle. Quand on s'est revus la semaine, elle m'a dit qu'effectivement, on l'a encore dit que c'est sa tante qui le lui fait. Donc en fait, elle a fait... un sortilège qui fait qu'elle lui prend l'argent au travers de son argent, elle lui pompe aussi son sang et c'est comme ça que c'est pour cela qu'elle maigrissait. Donc du coup, elle est partie se faire soigner. Et bien, ça a duré, le temps que ça a duré, quand elle est revenue, elle allait mieux. Et voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est de dire quand même, déjà pour les mamans qui aiment bien confier leurs enfants aux sœurs en disant, ben oui, ma sœur, c'est comme moi, elle va s'occuper de l'enfant, je m'en vais me chercher, puis je laisse mon enfant. Moi, je conseillerais à ces personnes-là de vraiment s'occuper de... Vraiment, que les enfants, on ne confie pas ses enfants comme on confie un bagage ou on confie quelque chose de banal. Ton enfant, c'est ta vie, c'est ton sang. Donc tu ne peux pas faire confiance ni à ton frère ni à ta soeur comme si vraiment de rien n'était. Parce que si elle n'avait pas... Parce que quand c'est arrivé, elle avait quand même la vingtaine bien sonnée. Donc si elle n'avait pas eu la présence d'esprit de dire je vais aller consulter, qu'est-ce qui serait arrivé à ce pauvre fille? Voilà. Donc voilà mon conseil et j'espère que
mon histoire va toucher beaucoup de personnes et réveiller les consciences. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Donc on passe à la 6e histoire. Bonsoir, bonsoir, DMG. Ça, c'est ma deuxième histoire pour ce soir. La deuxième histoire, nous allons l'intituler L'enfant né. Alors, l'enfant né, c'est ma propre histoire. L'enfant né, c'est ma propre histoire. C'est mon aîné, donc mon premier fils, mon premier garçon, mon premier. Alors, c'est comme ça que je tombe enceinte dans les années 2001 de mon premier fils et j'étais très en retard. J'étais très en retard pour les filles de mon âge parce que j'ai fait mon premier fils. Je pense que j'avais quel âge? Je peux avoir 20 ans, 22 ans, 23 ans comme ça. Donc ici, généralement, c'est un peu tard pour une personne de cette époque-là. Alors, c'est comme ça que quand je tombe enceinte, avec beaucoup de bruit. Quelque temps après, mon homonyme, donc le grand frère à ma mère, qui avait pris mon nom, je porte son nom, c'est comme ça que lui, il est mort depuis 88 ou 85. C'est comme ça qu'il avait sa deuxième femme qui vivait encore. Et sa deuxième femme, elle était tradipratricienne. Alors, il va se manifester chez, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer ou je ne sais pas. Je ne peux pas aussi nier, je ne sais pas. Il se manifeste chez ma femme là. Donc, c'est la femme de mon homonyme, donc c'est ma femme. Donc, il se manifeste chez ma femme et il dit à ma femme, que je suis pas très contente parce que mon homonyme est tombée enceinte. Je voulais pas qu'elle tombe enceinte maintenant, donc je ne suis pas contente. Et quand elle est enceinte là, elle a un truc qu'on appelle la caga. La caga, oui, ça veut dire que quand elle va mettre au monde cet enfant là, elle mourra. Quelques temps après, la belle-sœur de ma mère là, arrive à la maison, elle le dit à ma mère. Et comme je tiens à signifier que je suis enfant unique de ma mère, donc ma mère n'a que moi, elle n'a mis que moi au monde. Donc, ce qui concerne ces choses de ma mère, elle a eu peur, et c'est une femme qui prie beaucoup, donc elle a eu peur. Sa belle-sœur, la manière dont sa belle-sœur aussi était venue le lui raconter, ça a fait en sorte qu'elle ait peur. C'est comme ça qu'elle s'est dit, bon non, il faut que je traite l'enfant et tout ça. Parce qu'elle a entendu que non, elle mourra lors de l'accouchement. Ma mère s'est mise à... On a essayé de chercher à gauche, à droite. C'est comme ça que quelqu'un amène ma mère chez une tradipraticienne aussi. Et c'est comme ça que la tradipraticienne m'a fait toutes leurs séances. Là, moi, je ne croyais pas à ça. Je ne pouvais pas dire à ma mère que je ne croyais pas à ça. Mais comme elle était vraiment, comment vous dire ça, elle était anxieuse, elle a peur de tout. Ma mère a peur de tout, tout. Elle est chrétienne, mais elle a peur, surtout quand ça concerne son enfant et ses petits-fils. Alors, bon, moi, je partais pour faire plaisir à ma mère. Je pars, je fais ce que j'ai à faire. On m'a fait ce qu'on a à faire et tout ça, machin. Je sais à signifier que l'un des grands frères à ma mère avait refusé ça. Il a dit non, moi je ne veux pas ces choses-là. L'enfant n'a qu'à bien accoucher, elle va bien accoucher. Ma mère a tellement insisté qu'il s'est dit que comme c'est ton enfant, vas-y, fais-le. Je l'ai fait, j'ai terminé le traitement. Alors, quand je termine le traitement et tout, on me donne quelques petits trucs et tout, je respecte ça. Le premier jour de cette grossesse-là, jusqu'au dernier jour, j'avais les maux dedans, ce qui est normal. Quelques temps après, je commence à avoir des douleurs. Je dois accoucher. Alors, je vais à l'hôpital. À l'époque, l'hôpital en question, c'était MJB. La maternité Joséphine Bongo, un truc comme ça, à Rovendo. Donc, je vais là-bas. La maternité existait encore. Je vais là-bas. Je fais ce qu'ils ont à faire. Les douleurs, les contractions ont commencé. J'ai commencé les contractions le matin. J'ai accouché 3 jours après. Donc, je fais 3 jours avec des contractions. Ce qui a encore plus mis la peur à ma mère au ventre.
Et la peur à ma mère au ventre, donc elle avait tellement peur que elle se dit, mais ça c'est quelle contraction qui fait 3 jours pour qu'une personne accouche et tout ça. Donc au moment où je voulais accoucher, parce que j'avais accouché vers les 2 heures du matin, 1 heure. Au 3e jour, j'étais fatiguée, j'étais une primipa. Donc, je vous assure, DMG, quand on dit qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle est entre la vie et la mort. Elle est entre 2 mondes, en fait. Une femme est entre 2 mondes. Donc, j'arrive, la première femme puisqu'il y avait 3 lits. Et les 3 lits étaient occupés. Moi, j'étais la 4e personne, j'étais assise, j'attendais mon tour pour accoucher. Donc, la première femme a bien accouché, la 3e a accouché, la 2e avait des difficultés. L'enfant avait des difficultés à descendre. Donc, pendant qu'on demandait de pousser l'enfant, moi, j'étais assise en fait. J'étais assise. J'avais mes douleurs, vraiment des douleurs atroces. C'était un petit garçon. J'avais des douleurs atroces, mais à un moment donné, c'était comme si j'étais entre le réel et le réel et le brouillard. En fait, j'étais entre, en un mot, je peux dire que j'étais entre 2 mondes, comme si j'étais, je sais pas comment vous expliquer ça, quoi. Entre 2 mondes, en fait. J'étais entre le réel et le non réel, ou je sais plus comment vous dire ça. Mais j'étais là, je regardais. Et tout d'un coup, aussitôt, j'ai vu comment l'esprit du bébé de la femme qui accouchait, j'ai vu comment l'esprit du bébé sort du bébé. Je vois ça à la salle d'accouchement. Ça sort du bébé. Même pas 3 secondes, même pas 4 secondes. Je reviens en moi. Tout d'un coup, j'entends les infirmières dire, oh, l'enfant est en train de partir. Ils frappaient l'enfant. Rien, l'enfant, ils ont essayé de récupérer l'enfant. Elle a finalement perdu le bébé. Donc la dame, elle pleurait et tout ça, elle pleurait. Mais pendant tout ça, la dame pleurait, qu'on enlevait l'enfant, ils ont emballé l'enfant et tout ça. Moi, j'étais là, j'avais des douleurs, mais je regardais vers la dame. Et puis, j'ai encore eu ce truc-là. J'étais entre les 2 mondes, comme si je voyais quelque chose, comme si... Maintenant, je voyais le bébé en question, qui était comme quelque chose qui volait dans l'air. C'est comme ça qu'ils ont terminé, ils ont bougé la dame. La dame, et pourtant le premier lit était inoccupé, le 3e lit était inoccupé, mais le 2e lit était, la dame était en train de quitter du 3e lit pour descendre du lit. C'est comme ça que l'infirmière me dit, oh non, madame, venez aussi vous allonger. J'ai dit quoi? Avec toute la douleur que j'ai dit, m'allonger où c'est? Au 2e lit. En fait, l'enfant était toujours, la présence de l'enfant, l'esprit de l'enfant était toujours là. Et la dame voulait que j'aille dormir sur le lit où l'autre a perdu l'enfant. Je dis, mais attends, ce lit-là, la dame vient de perdre son enfant là tout de suite, là. L'esprit là encore là. Moi, je vais venir et puis le petit... En fait, j'avais parlé ça comme ça, j'avais complètement oublié ma douleur. Je dis, maintenant, moi, je vais venir m'allonger. Et le bébé là va appeler mon bébé, allons-y, on repart là où on part. Donc, les douleurs que j'ai eues pendant 3 jours, je vais perdre l'enfant là comme ça, quoi. J'ai dit jamais, je ne peux pas m'allonger. J'ai dit, je m'allonge au premier lit. Ah, mais non, hein. La dame voulait maintenant me gronder. J'ai dit, madame, pardon, ça fait 3 jours que je suis ici. Et heureusement, il y avait une infirmière, une dame âgée. Vraiment, que cette dame-là, je cherche. C'est une dame vraiment, je ne sais pas, des infirmières du temps. Vraiment, à peine je me suis allongée, même pas 1 minute, j'ai accouché. Je fais sortir mon fils tranquille, bien. Mais la présence du bébé était toujours là. Je ressentais le bébé. Sa présence était toujours là. Après un moment, le bébé, il a attendu. Moi, je le voyais en fait, mais les infirmières ne le voyaient pas. Donc, le bébé attendait maintenant mon enfant. Mais mon enfant était là, il est bien né, il a respiré. Je ne sais pas comment il s'est dit que l'autre allait finir par le trouver. Après, il a attendu, je pense, 2 ou 3 minutes après. Tout d'un coup, l'esprit a disparu, il est parti. J'ai pris mon fils dans mes bras, j'ai dit, oh Seigneur, merci. J'ai commencé à prier. C'est comme ça que l'ancienne infirmière me demande, c'est comment ma fille? J'ai dit,
Je l'ai raconté. Il me dit, oh, ici à l'hôpital, on voit beaucoup de choses. C'est un enfant qui ne voulait pas naître. C'est un enfant qui voulait, soit c'était sa mère qui partait, soit c'était lui qui partait. Il a préféré sauver la vie de sa mère, il est parti. Et quand toi tu es venu accoucher, quand toi tu l'as vu, il attendait l'autre, il se disait que l'autre aussi, mais l'autre a fait le choix de venir au monde et tout ça. Je dis, ah Seigneur. Donc, cette histoire-là, c'est tout simplement pour dire que lorsque nous nous rendons dans les hôpitaux, là, il y a des esprits qui errent, qui sont là. Il y a ceux qu'on n'a pas pu sauver, qui errent, qui sont toujours là, toujours là. Même lorsque nous allons accoucher, il faut toujours amener une Bible, on lit. Surtout nous les catholiques, il faut lire les trucs pour les défunts, lire pour libérer, pour ouvrir les portes à ceux qui sont à la présence de ce gens-là de partir. Parce qu'il y a certains qui sont de mauvaise foi, qui peuvent attirer les autres. Il y a d'autres qui viennent même parfois pour sauver. Sur ce, bonne soirée. Ce sont les deux histoires que je dépose ce soir et on verra peut-être la semaine prochaine. J'ai déjà fait ma part pour cette semaine-là. Alors, partagez, likez et déposez les commentaires. Merci et que l'Éternel Dieu des armées nous guide et nous protège dans tout ce que nous faisons. Voilà, c'était la dernière histoire. Merci d'avoir participé jusqu'à la fin. À demain, 12h pour une nouvelle vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Faites comme d'habitude, j'ai confiance. On est ensemble.